que j'appellerais écologique. Nous avons saccagé notre planète, tous autant que nous sommes, à un point de non-retour. Le réchauffement climatique, d'abord, pour ne parler que de lui, risque de s'emballer. Des spécialistes comme James Lovelock nous prédisent qu'on a à peu près une fenêtre d'une vingtaine d'années pour inverser la vapeur. Sans quoi, le réchauffement va faire ce qu'on appelle un feedback loop en anglais, c'est-à-dire qu'il va s'auto-nourrir. Le permafrost en اگه وقتش رو باید نمیزنی با میشه وقتی الان یه دور بزن Aller dans le bois, juste un Moi je viens. Bien que ta femme elle a fait une économie. Elle n'a pas oublié. Par contre, elle a payé comme si tu avais adhéré. Elle présente bien. C'est ta femme qui s'appelle. La femme tu tousses. Papy tu tousses. Et le parfois j'avais le truc des princes. Il y a un voiturier en 24 ans. Vous n'avez pas réservé vos places. Bonsoir. J'ai dit, parce qu'on va venir. Et du coup, tu prends les places. C'est pas pris là. Monsieur, là vous avez celui qui pousse la veste ici, parce que je vais mettre un annuaire comme ça. Ah bah c'est la Pierre, viens ici, approche de lui. Non, c'est Pierre. C'est Pierre qui va là-bas. Oui, oui, je dis Pierre. Il y a une dame qui va venir tout à l'heure. Ah, tu vas être avec elle alors? Non, Je vais être avec elle, mais il regarde de place. il y a bien, hein, parce que une dame. Pour échanger après, non? Ah ouais. Là, je crois qu'il a Ou là, c'est trop tard là-bas. On te met là, pardon. c'est pris, ok. Je pensais à Pierre. J'ai oublié l'ami d'époque que tu as vu chez Alice. Et là, Elisabeth. Alors tiens, à côté Elisabeth, mais bien sûr que je connais. Tu te mets à côté de votre amie là que tu connais. Non, parce que tu sais, les gens arrivent en retard. Et tu te mets à côté de lui.
Je vais t'en donner. Tu te mets à côté, tu te colles ça là et tu regardes comme tu veux. Fesse droite. Alors, je te mets ton menu. Je ne regrette pas de trouver, j'avais une vente chez les protestants qui est extraordinaire, parce qu'on a M. Hermès, protestant. Mais je trouve pas. C'est bien que tu vas venir. J'avais plein de Paris, plein de trucs, mais comme vous l'avez dit, je connais toi. C'était excellent. Le poil, ça pas droite. Je peux mettre là? Ah oui. Viens-toi ici. Tu mets là? Tu veux que je me mette là et je change? Dis-moi, je vais te donner mon appareil. Oui. Pardon? C'est très charmant. Il y a beaucoup de et Pas seulement. Hier, d'aujourd'hui, demain. Sur la petite feuille, vous Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah, je me mets au milieu, tu me prends avec eux comme ça? Ah. Il est prêt là? Bah, il est prêt, t'as plus qu'à faire clic-clic. Avec qui? Attends, je fais le tour, je vais derrière. C'est très bon, c'est bon.
téléphone. Il va concurrencer le crayon. Grâce à M. David Abbassi, qui a eu la gentillesse de me présenter un soir chez lui le prince Pahlavi, qui a accepté en conséquence de nous faire une conférence ce soir, de nous donner une conférence ce soir. Donc nous sommes très honorés de vous recevoir, Prince Patrick Pahlavi, dans ce restaurant du Sénat, et nous nous réjouissons de passer cette soirée en votre compagnie. Ce dîner que vous présidez va nous permettre de vous découvrir et d'entrevoir le vaste pays de vos origines, l'Iran, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Vous êtes né à Paris d'un père iranien, le prince Ali Reza Pahlavi, frère cadet du Shah, Mohamed Reza Pahlavi, et d'une mère française, Christiane Koleski, jeune femme cultivée. Vos parents se sont rencontrés lors d'une fête à l'ambassade d'Iran à Paris. En dépit de l'opposition du Shah, leur mariage sera célébré à la mairie du 16e arrondissement. Là, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. C'est pas parce que j'habite le 16e arrondissement, c'est parce que notre association a été créée à l'origine de M. Pierre Christian Pétinger, que tout le monde connaît, qui était notre maire chérie du 16e arrondissement, qui nous a quittés, qui était également président d'honneur, puisque c'était lui qui était à l'origine de notre association. Et nous avons beaucoup de chagrin, tout au moins j'ai beaucoup de chagrin de son départ. Et comme Françoise vous l'annonçait, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun veut bien prendre la relève dans ce sens. Voilà, ça c'était une petite aparté qui n'avait rien à voir avec vous, Monsieur le Prince. C'est fort sympathique. À votre naissance, votre père choisit le prénom d'Ali, tandis que votre mère, qui vous fait baptiser, choisit celui de Patrick. Vous allez bientôt vivre à Téhéran avec votre famille. Lorsque vous avez 7 ans, votre père meurt dans un accident d'avion. Le Shah n'a pas encore d'héritier. Vous devenez alors pendant plusieurs années l'héritier présomptif du trône d'Iran. Vous conserverez cette charge, lourde pour un enfant, jusqu'en 1960, date à laquelle Faradiba, épouse en 3e noces, donnera au Shah un fils, Reza Pahlavi. Vous grandissez, vous voyagez et à 20 ans, vivement intéressé par la spiritualité, vous lisez le Coran et embrassez la religion musulmane que vous considérez porteuse d'un authentique message de paix. Vous avez résidé en Iran de 1970 à 1982. En 1970, accusé de communisme, vous avez été incarcéré à la prison d'Evin par la SAVAK, police secrète de votre oncle le Shah. Puis vous avez été 4 fois incarcéré à la même prison d'Evin, décidément, sur ordre des mollahs révolutionnaires, gravitant autour du Khomeini, qui voit en vous un danger de restauration de Pahlavi, et 4 fois relâché grâce aux religieux traditionnels. En 1982, à la suite d'un simulacre de procès, vous échappez à l'exécution capitale et vous vous exilez en France. Vous rédigez plusieurs romans, vous écrivez des articles pour de grands magazines français, ce qui vous confère notoriété et aisance matérielle. Pourtant, vous éveillez les soupçons de la famille Pahlavi, exilée après l'événement de la République islamique iranienne en 1979. Et dès lors, la liberté d'expression vous sera retirée en France. Votre vie est riche en aléas des destins, en découvertes, en rebondissements, et nous sommes particulièrement intéressés de vous entendre évoquer ce soir tout ce que vous désirez nous dire. Voilà. Donc, ce discours a été fait en collaboration avec Madame Geneviève Nebig, qui après clôturera aussi, elle-même, cette fois-ci. Voilà. Merci, monsieur. On a
attendant que M. Barr, il est en train de monter, oui, parce qu'il est juste en belge, Ghislaine, il est allé le chercher, si vous permettez. Nous avons le conseiller de Éric Besson qui va arriver d'ici quelques secondes, il est juste en bas, il nous attend. Mais en attendant, si vous permettez, Madame la Présidente, je veux préciser une petite chose, tout petit concernant notre prince Patrick Pahlavi, qui ressemble aussi son grand-père Reza Shah, le fondateur de dynastie Pahlavi. Il le ressemble, 100%. Vous l'avez laissé passer? Je veux prendre l'autorisation de vous présenter Dr Razmara, qui est avec nous ce soir, l'ancien ministre de la Santé de Shapur Bakhtiar, qui était assassiné ici à Paris, Dr Razmara, et le frère de ce général Razmara, aussi ancien premier ministre d'Iran. Et lui, il est cardiologue, comme Patrick, français, francophone. Sa femme, elle est française, c'est aussi le Dr Razmara. Alors, concernant notre prince Patrick Ali Pahlavi, ce que j'ai dit tout à l'heure, notre ami, Madame la Présidente, vous savez, il était victime, on peut dire, il était victime depuis l'âge de 6 ans, de beaucoup de complots contre lui. Pourquoi? Seulement puisque sa mère était française. Parce que vous savez, dans le trône de n'importe quel roi, toujours ce conflit de la famille, ça existe. Hein? Par exemple, Shah d'Iran, vous savez qu'il avait 3 femmes. Une première, c'était égyptien, l'autre, c'était princesse Soraya, que vous le connaissez toutes et tous. Il était obligé de divorcer de la fille du roi d'Égypte. Pourquoi? Puisqu'elle était égyptienne. Alors, le papa de prince Patrick Pahlavi également, il se mariait avec l'amour, avec une femme française, mais le trône ne voulait pas l'accepter. Pour ça, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant, il a eu des problèmes. Et voilà, c'est M. Frédéric Barr qui vient nous rejoindre. On est ici, mon cher ami, conseiller de Éric Besson, un ami de longue date, Frédéric Barr. Voilà. Alors, maintenant, si vous permettez, je vais vous donner la parole à notre prince. Mais seulement, c'est ça que je veux préciser, à cause de ce problème-là, il a subi beaucoup de problèmes. Et comme on a pu parler tout à l'heure, même problèmes économiques. Ici à Paris, il y a 2-3 ans, il avait 2 problèmes de logement, énormément de problèmes. Un prince qui actuellement, si on peut compter ce qu'il hérite de la famille de roi Pahlavi, c'est plusieurs milliards de dollars, mais il n'a pas touché même pas un sou. Bien sûr, son cousin, il a touché, la reine Madame Farah Pahlavi, mais lui, depuis l'âge de 6 ans, il était victime, et bien sûr, ça touchait aussi financièrement, on peut dire, c'est-à-dire sa grand-mère, il avait énormément de biens qu'elle a laissés, et son père, mais il n'a rien touché, c'est pour ça qu'il a eu une vie assez difficile. De cette assistante sélecte. J'ai préparé une conférence, je me suis dit que c'est peut-être pas un milieu vraiment désigné pour faire de la politique lourde, et donc j'ai préféré parler de culture, plus léger. Et j'ai pensé vous parler de la culture globale. C'est le titre de cette petite allocution. Nous sommes rentrés dans une ère globale, qu'on le veuille ou non. Certaines personnes ne seront pas contentes, ne sont pas contentes. D'autres apprécient, mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes rentrés dans une ère globale. Les liens globaux aujourd'hui sur la planète sont nombreux. Le lien économique, on l'a vu. Quand quelque chose saute à l'autre bout de la planète, Wall Street se met à trembler. On a l'effet domino dans les banques. On a failli l'avoir dans les pays en Europe. L'économie mondiale est liée et aucun pays ne peut s'en soustraire. Un autre lien global, c'est le lien de la communication. Et notamment grâce à Internet, cette communication est devenue tout azimut et presque à aucun frais. On peut communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, les voir sur des moteurs comme Skype ou autres, et bon, tout ça, ce sont des liens qui sont en train de rapprocher le monde. On a aussi le lien de l'information. Aujourd'hui, pratiquement toute la planète a les mêmes images de l'information, les mêmes informations au même moment. On sait, tout le monde sait ce qui se passe partout.
le monde pourrait être devenu un village si les êtres humains avaient suivi cette globalisation, car on est plus fragmenté et divisé que jamais. Les intérêts des grands pays, les intérêts des plus petits pays, les intérêts des religions, les intérêts des lobbies, quels qu'ils soient, font qu'on est dans une planète qui à la fois est globalisée et en même temps on a ce refus de globalisation, chacun se repliant sur sa culture, sur sa religion, sur sa façon de voir le monde. Mais il y a un lien global, même si on pouvait se passer de tous les autres, si on pouvait arrêter l'économie globale, ce qui paraît impensable, si on pouvait se défaire de l'Internet, si on pouvait se défaire de l'information qu'on reçoit en continu tout autour de la planète, il reste un lien qu'on ne pourra pas retirer, c'est le lien que j'appellerais écologique. Nous avons saccagé notre planète, tous autant que nous sommes, à un point de non-retour. Le réchauffement climatique, d'abord, pour ne parler que de lui, risque de s'emballer. Des spécialistes comme James Lovelock nous prédisent qu'on a à peu près une fenêtre d'une vingtaine d'années pour inverser la vapeur. Sans quoi, le réchauffement va faire ce qu'on appelle un feedback loop en anglais, c'est-à-dire qu'il va s'auto-nourrir. Le permafrost en fondant va permettre au méthane qui est en dessous de sortir à grande masse. Or, le méthane est un effet de serre bien plus grand que le CO2. Les océans, en se réchauffant, vont aussi laisser s'échapper du méthane. Et le tout va faire qu'à un moment donné, ni nous, ni même les mécanismes de la Terre pourront enrayer le réchauffement. Et il va s'emballer de façon folle. Mais qu'est-ce qu'on voit face à ça? Copenhague? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est prêt à bouger? Parce qu'on est tous prêts à bouger, mais curieusement, personne ne bouge. Ou chacun bouge dans son coin, mais pour répondre à un cataclysme global, on ne peut pas répondre indépendamment. Ce sont tous les pays qui doivent agir ensemble. Et là, on voit que les intérêts, forcément, empêchent un peu ce genre d'action commune. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas intégré en notre conscience le fait que nous sommes devenus une nation mondiale. C'est un peu comme si en France, tous les départements commençaient à se faire la guerre. On a besoin d'une gouvernance mondiale et on ne l'a pas. On a des Nations Unies qui servent plutôt de faire valoir et qui sont renvoyées dans leur coin chaque fois qu'on n'a pas envie de les entendre, les uns les autres. Et si vous voulez, le moteur de ça, ce sont les intérêts économiques. Voilà, l'argent, et notamment le pétrole, passe avant tout. On sait très bien que le pétrole est un poison pour la Terre. Mais personne n'ose ouvrir sa bouche à ce sujet-là. On critique tout, mais le pétrole, personne n'y touche. Les intérêts sont trop grands. Nous, à part le réchauffement climatique, nous avons peut-être créé la 6e extinction des espèces sur notre planète. En effet, d'ici 2050, nous allons faire disparaître 1 million d'espèces vivantes, végétales et animales confondues. Chaque année, nous faisons disparaître la taille de la Grèce en forêt de notre planète. Je me demande même comment il en reste encore. C'est pourquoi je pense que nous avons besoin d'un étage de culture globale au-dessus de toutes les cultures. Un lieu où nous pourrons tous nous retrouver. Un lieu où nous pourrons parler le même langage. Et ce qui nous offre ce cadre, c'est justement l'écologie, parce qu'il va falloir qu'on fasse face, qu'on affronte nos divisions, notre fragmentation de plein fouet. Il va falloir qu'on le fasse, parce qu'on ne peut plus attendre. On a retardé, ben voilà où on en est, le golfe du Mexique avec cette fuite sans fin. D'ailleurs, Obama a commencé à réagir. Il commence à comprendre en Amérique qu'il va falloir faire quelque chose.
Il faut bien dire qu'à Copenhague, le seul qui ait vraiment fait quelque chose, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'aiment ou pas dans cette salle, mais c'est le président Sarkozy. Il a mordu les jarrets de l'Amérique, de la Chine, il a fait tout ce qu'il a pu. Et je trouve d'ailleurs un peu dégueulasse que les Verts en France le traitent comme ils le traitent, parce qu'il est beaucoup plus actif qu'eux. Voilà. Donc, mon idée à moi, c'est que pour arriver à pousser ces gros qui bouchent le chemin, parce qu'ils ont des intérêts économiques, il reste, pour nous autres, le kidam banal sur cette planète, une voie. C'est une culture globale, à construire tous ensemble. Bien sûr, basée sur la paix, basée sur l'amour de la nature, et pourquoi pas sur la fraternité, comme c'est dans le logos français. Liberté, égalité, fraternité. On en a besoin. Mais une culture globale existe, a déjà vu le jour, mais elle est faite des éléments hétéroclites des anciennes cultures, et donc porte en germe l'erreur qu'on a tous faite, car ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a un problème écologique, mais on a quand même tardé à réagir. On a beaucoup tardé. Pourquoi? Je pense qu'on peut dire qu'il faut revenir quelques 8000 ans en arrière, lors de la deuxième révolution du néolithique, en sachant que la première révolution a été menée par les femmes. Et durant les 4000 ans où les femmes ont gouverné le monde, vraiment, il n'y a aucune trace de bellicosité, aucune arme de guerre enterrée dans les tombes des gens de cette époque, et tout laisse à penser que ça a été une époque de... Bien sûr, les populations étaient clairsemées, ce qui aide quand même. Mais c'était l'état d'esprit. Et cet état d'esprit, je pourrais le définir en disant qu'à l'époque, on pensait d'abord à conjuguer le verbe être, et ensuite le verbe faire et avoir. Des images saintes n'est pas dans des prières ou des culbutes qu'on pourra faire, elle est dans le retour à l'être en nous-mêmes. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Vous n'entrerez au royaume de Dieu que lorsque vous redeviendrez comme un petit enfant, comme le petit enfant que vous avez été. Mais il est où ce royaume de Dieu pour Jésus? Il le dit. Il nous dit, le royaume de Dieu ne viendra pas par-ci ou par-là ou à telle époque, car en vérité, il est déjà en vous. Le Bouddha ne dit pas autre chose. Et toute la spiritualité du néolithique ancien dit la même chose. Et c'est donc la conjugaison du verbe être, c'est-à-dire être avant d'agir. Nous ne sommes pas, nous agissons sans être. Nous sommes perdus dans nos pensées au lieu de revenir au cœur et à l'être que nous sommes. Et voilà pourquoi on est chacun, avec sa petite création mentale, à se faire des guerres, parce qu'on s'identifie à nos pensées. La grande erreur, elle est là. C'est que nous croyons que nous sommes nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes notre être. Et on croit tellement que nous sommes nos pensées qu'on peut tuer pour ça. On a vu toutes les guerres, c'était pratiquement ça. Identification à des systèmes de pensée. C'est quand même malheureux, quoi. Parce que l'être humain passe avant les pensées, et l'être passe avant tout. Donc cette culture menée par les femmes pendant 4000 ans était basée sur le retour à l'être. C'était enseigné aux enfants, c'était enseigné tout au cours de leur vie. Ça a été oublié lorsque les hommes, excusez-moi, j'en fais partie, mais ont pris le relais et ont commencé à créer une culture qui était basée sur le faire et l'avoir, plutôt que sur l'être et la contemplation. Contemplation ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire rester en harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Et ça se fait pas par la pensée, ça se fait par le retour à l'être en soi. Et ça fait 8000 ans que nous autres, les hommes, nous avons fait oublier ça à la planète. Et nous avons maltraité la nature et les femmes, en même temps. Et je pense que là, je fais un mea culpa, mais je pense que nous devrions être nombreux à le faire, parce qu'on est arrivé à un point où on ne peut plus progresser comme ça. Et on risque même l'avènement d'une troisième guerre mondiale, c'est pas impossible. On est vraiment au bout du bout de la logique masculine destructrice
qui a mené le monde pendant 8000 ans. C'est pourquoi je me réjouis du pouvoir de la femme dans le monde qui reprend corps et qui s'exprime de plus en plus. À névrose égale, je dirais, la femme est plus apte à respecter la vie. Tout simple. Elle est faite pour concevoir la vie en elle-même, la porter pendant 9 mois, l'éduquer, l'aimer, l'embrasser. Donc, vraiment, à névrose égale, l'homme est largement en dessous. À condition que la femme n'imite pas l'homme. Parce qu'il y a ce danger aussi. On a beaucoup de femmes qui sont devenues des hommes. Je pense à Margaret Thatcher, mais il y en a d'autres. Et la femme a bien plus à donner que ça. Elle peut redonner à l'humanité le sens de la vie, du respect, que nous avons fait des canons, nous avons fait des revolvers, des fusils. Voilà, c'est notre truc. Mais respecter la vie, on ne sait pas trop, quoi. Heureusement, pas tous les hommes, mais la plupart. Donc, pour finir mon allocution, je pense que la femme a un rôle immense à jouer pour sauver la planète. C'est pas du tout du pipeau, c'est pas parce que je suis invité par une association féminine, c'est la vérité. Et il faut encourager les femmes, il faut les aider, les hommes doivent comprendre qu'ils doivent passer le relais. Ils ne sont pas capables, ils n'ont rien compris. Et cette parole que je vous dis là, partout où je vais, c'est ma parole. Et il est certain que les religions judéo-chrétiennes monothéistes sont basées sur la fragmentation masculine qui a détruit le monde. Dieu n'est pas dans quelques cieux lointains et nous serions bas. Dieu est infini. Donc il est partout. Mais nous sommes aveugles à ça. Le royaume de Dieu est dans votre cœur. Ce ne sont pas des vains mots. Retrouver le royaume de Dieu en nous, ce n'est pas l'affaire des sages. C'est l'affaire de tout le monde. Que dit encore le Christ? Il dit, je te remercie, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as enseigné cette chose aux enfants et de ce que tu l'as tenue secrète aux sages et aux intelligents. Sages et les intelligents, ce sont ceux qui pensent. Notre pensée est peut-être un grand, grand désastre. Si on s'identifie à elle, on peut faire les pires choses. Je citerai notre Ahmadinejad en Iran, regardez-le. C'est la pensée qui le pousse. Moi, je suis mieux que toi et toi, tu... Il ne peut plus faire retour à son cœur. Il est trop coincé dans ses pensées. Prenez le communisme, pareil. Prenez... chaque fois que ça a déraillé, vous pourrez voir qu'il y a un excès de pensée. Et que le retour à l'être, le retour à la vie, n'a pas beaucoup aujourd'hui de crédit dans le monde, et pourtant c'est ça qui va nous sauver. C'est faire retour à nous-mêmes, et non pas voguer dans des pensées qui peuvent être même des élucubrations magnifiques, mais qui ne servent à rien, au mieux, et qui peuvent servir à détruire le monde. Donc je sais pas, voilà, moi c'est ce que j'avais préparé. Oui, cette culture globale, ça ne veut pas dire qu'on va devoir se passer de nos cultures respectives. Ce n'est qu'un étage qu'on ajoutera à la culture qu'on a déjà, mais un étage qui nous permettra de ne pas nous entretuer. Guerre armée ou guerre économique ou n'importe quelle guerre. Il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut qu'on le fasse. Du temps des hippies, la paix était un luxe, mais aujourd'hui c'est une nécessité. On ne pourra pas faire ça. Et c'est qui va le faire? Ce ne sont pas les hommes politiques qui sont coincés. C'est les gens comme vous et moi. 1 plus 1 plus 1 plus 1, vous finirez par avoir 1 milliard de gens qui diront « Zut, on en a marre de vos trucs ». Et là, on aura la force de dire « niet ». Il faut qu'on se réapproprie notre force de citoyen. C'est vrai qu'on choisit des présidents, on les laisse faire après, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester endormi pendant ce temps-là. On a un rôle à jouer et personne ne pourra le jouer à notre place. Et tous, on doit se donner la main et se lever, parce que nous ne pouvons plus vivre enfermés dans les étroites limites d'une nation. Notre nation, c'est la Terre.
comme dirait Gérard Depardieu, que je salue ici, nous sommes citoyens de la Terre, qu'on le veuille ou non. On l'est déjà devenu. Donc on fait que traîner les pieds, mais il faut... J'espère qu'on le comprendra tous avant qu'il soit trop tard. Voilà. Je vous remercie. Nous ne sommes pas non plus féminines, merci Ghislaine. Il ne faut pas se fier au nom de Femmes d'abord. Femmes d'abord, mesdames et messieurs sont galants, donc il faut passer devant, mais il y a des hommes dans notre association, puisque nous ne voulons surtout pas être féminines. Mais là, je donne juste mon ressenti. Pardon. Féminine, oui. Féminine, oui, mais pas féminine. Oui, féministe. Voilà, merci. Il a dit féminine. J'ai dit féminine. Ah, ben, j'ai bu déjà. Voilà. Merci Marie-Christine de m'avoir relevé ma bêtise. Par contre, j'avoue que votre globalité était très très intéressante, mais moi j'avais un peu axé quand même sur l'Iran. Pas au point de vue politique, mais au point de vue la vie de là-bas, sans être polémique en politique. Alors c'est pour cela que je me permets quand même de vous poser quelques questions là-dessus, comme ça je n'ai rien noté, hein. Alors je vais dire certainement des bêtises, mais j'aimerais quand même savoir ce que vous pensez par rapport à ce qui se passait en Iran avant, et ce qui se passe maintenant, et qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez l'Iran après. Parce que j'avais fait une conclusion toute seule comme une grande fille, et j'estime que l'Iran, à l'heure actuelle, tout le monde l'observe, mais c'est bien de l'observer, mais bon, il faut quand même arriver à quelque chose de plus concret, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un Iran avec une vraie démocratie, et à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors chacun a peur d'avancer, etc. Mais je parle de cela sans du tout polémiquer au point de vue politique, parce que je ne suis pas en Iran. Je suis, je pense, comme tout un chacun, enfin tout au moins la majorité, je n'écoute que les médias, et ce que les médias disent ne sont pas toujours paroles d'évangile. Voilà. Donc j'aimerais, d'une façon brève, que vous nous mettiez un petit peu dans le bain, parce que nos amis, j'avais mis, comme vous avez mis culture globale, mais comme je vous avais passé le message, l'Iran d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que mes amis sont là pour vous écouter plus. Mais ça va être de l'improvisation. Improvisation, mais je vous ai dit, je me répète, sans une polémique politique. Je vais essayer, mais là, dès que je parle de l'Iran, je mords. Oui, je sais bien, mais mordez, mais dévoilez seulement. Ne mentez pas. J'essaierai d'enlever mon mort. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, oui. Voilà, parce qu'on était plutôt venus pour entendre ça. Voilà. Merci beaucoup, excusez-moi. Bon, moi, je suis arrivé en Iran, j'avais 4 ans. Et j'ai découvert un pays qui était très calme, où les gens n'étaient pas haineux, une bonne ambiance, où l'islam, on entendait l'appel à la prière un peu qui se fondait dans les bruits de la nature, où les choses se passaient assez harmonieusement. Mais bon, il faut quand même avouer que le peuple iranien n'a jamais connu la démocratie. Il y a eu des dictatures plus ou moins souples, plus ou moins musclées, et avec les mollahs, c'est devenu carrément du dur. Catastrophe. Mais je pense que, vous savez, la souffrance, on ne l'aime pas, mais elle aide à progresser. On ne progresse que par la souffrance. Et le peuple iranien a bien souffert. Et avec les événements que j'ai vus, comme vous, à la télévision cet été, je pense que les Iraniens sont arrivés à un stade de leur évolution où ils peuvent avoir une vraie démocratie. Ils sont mûrs pour ça. Et donc, moi, ce que je voudrais pour l'Iran, c'est arriver à avoir des élections complètement libres, supervisées par les Nations Unies ou ce qu'on veut, pour être sûr
que c'est ce que le peuple veut. Voir parce que le peuple iranien est devenu vraiment capable. Ils sont vraiment à un niveau... je suis en contact avec les jeunes de l'université de Téhéran. Peut-être aussi grâce à l'Internet. Hein. L'Internet a du mauvais, mais il a du bon aussi. Et ce peuple, je suis sûr, pourra créer la première démocratie, à part Israël, du Moyen-Orient, qui permettra d'inverser la vapeur. Toute cette région en bénéficiera. Et je pense que là-dessus, la Russie, la Chine et l'Amérique devraient se mettre d'accord et voir le bien qu'ils tireraient pour eux-mêmes de laisser l'Iran tranquille et de laisser qu'une démocratie voie le jour. Je pense que ce serait important pour tout le monde. Et qu'on laisse un peu les calculs politiques à Washington, à Moscou ou à Pékin de côté. Merci, Prince Patrick Pahlavi. Si vous permettez, je vais commencer la première question, après la salle à la parole, les questions. Prince, j'aimerais bien savoir votre opinion sur le mélange de spiritualité avec de politique, c'est-à-dire la politisation de la religion, ou comme vous savez, depuis déjà 31 années, après la République islamique d'Iran, nous sommes témoins de plus de 10 républiques islamiques dans le monde, qu'ils soient au Pakistan, en Afghanistan, en Afrique, en Iran, ça a commencé. Le danger de cette politisation de l'islam, comment vous le voyez, surtout actuellement en France, nous avons ce problème-là, le problème de GAP, que M. Barr, peut-être tout à l'heure, il aura des choses à dire, et comme vous pouvez constater dans la révolution iranienne, on a commencé avec des dizaines, des centaines de femmes voilées, c'est après qu'il a pris une large, énorme champ de bataille et des femmes voilées en Iran, et que la révolution a été nommée Révolution islamique d'Iran. Et actuellement, moi j'étais à Bruxelles, j'étais à Luxembourg, à Amsterdam la semaine dernière. Cette semaine, je constatais, par rapport de l'année dernière, vous voyez beaucoup de femmes voilées dans la rue, beaucoup de quartiers islamisés, on peut dire en Europe, en Occident. Ce mélange de la religion avec le politique, mon cher Prince Pahlavi, comment vous le voyez? Bon, je vais peut-être pas dire des choses très agréables, mais je pense que les clergés, tous les clergés, sont étrangers à la spiritualité. Les clergés ne sont là que pour créer des pouvoirs, des pyramides de pouvoir, et la spiritualité, c'est tout sauf ça. La spiritualité, c'est quelque chose d'individuel. Vous ne pouvez pas l'ériger en système de puissance, jamais. Elle meurt, la spiritualité, là-dedans. Elle s'éteint tout de suite, elle s'étiole et elle s'éteint. Je pense que le gros problème... Bon, c'est vrai qu'il y a des clergés assagis, disons, comme le clergé catholique, et encore avec les dernières affaires. C'est pas nouveau, excusez-moi. Oui, mais c'est pas d'hier. Oui, mais quand on sait que ça a été tué pendant 30 ans... Mais pendant 30 ans, on n'en parlait pas, même en dehors de la société. Hein. Mais eux, ils le savaient. Mais les autres aussi, dans les familles, le savaient. C'était un tabou pendant 30 ans, partout. Mais quand même, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est beau. Oui. Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est pas ça qu'ils disaient. Donc, pour revenir à l'islam maintenant, je pense que l'islam était à peu près tranquille jusqu'à l'arrivée de Khomeini. Ce qu'a fait Khomeini, c'est qu'il a mélangé l'islam avec le marxisme-léninisme. Et toutes les techniques marxistes de subversion ont été non seulement introduites en islam, mais sanctifiées par Khomeini, y compris la bombe vivante, que Khomeini a appelée la bombe atomique du pauvre. Donc, non seulement il l'a intégrée, mais il l'a reconnue comme une arme toute puissante, et il avait raison. Après, le problème du tchador, le problème du voile. Nous avons dans le Coran 5 versets qui parlent du voile. 2 regardent les femmes aujourd'hui dans ce sens-là. C'est la démocratie. Une femme, on ne peut plus l'embêter parce qu'elle est belle.
Elle a le droit d'être belle et de le montrer. Et elle est libre. C'est Dieu qui a donné ça. Et ce qui lui garantit la tranquillité, c'est la démocratie. Donc, pour revenir à l'islam, je pense qu'on est dans une phase de grande falsification. Peut-être dans une décennie ou deux, on comprendra l'ampleur du désastre. Mais ça n'a rien à voir. J'ai étudié le Coran pendant 22 ans. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est une névrose collective. Tous ces gens sont des névrosés qui trouvent un intérêt psychologique à faire ça, sinon financier, ou sinon de pouvoir. Mais ce n'est pas une religion, il ne faut pas être dupe. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Merci. Alors, je ne sais pas si vous pouvez poser quelques questions en mangeant, mais on va laisser quand même le prince prendre son entrée. Mais vous pouvez peut-être poser des questions et puis, je ne sais pas si vous désirez regrouper les questions ou répondre au fur et à mesure. J'ai mieux, j'ai pas de mémoire, donc une à une, c'est bien. Une à une, voilà. Bon, qui a une question? Barbara. Oui, merci. Apparemment, j'ai cru comprendre que vous avez été élevé dans la religion. Tu mets le micro. J'ai cru comprendre que vous aviez été élevé dans la religion catholique. Qu'est-ce qui vous a amené à opter pour la religion musulmane? Qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux? Voilà, pour moi, c'est quelque chose de... Je vais vous répondre. Parce que changer de religion, pour moi, c'est quelque chose de... Je comprends. Mais vous avez certainement... Donc, j'ai été baptisé dans la foi catholique, j'avais 3 jours, je crois. Et j'ai été éduqué par des prêtres lazaristes. J'ai été enfant de chœur. J'ai mis des boules puantes dans l'église, mais ça c'est autre chose. Et en fait, j'ai été un piètre catholique. J'étais un sale gosse. Et lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai découvert pas du tout l'islam, c'est le taoïsme qui m'a amené à la spiritualité, le Tao Te Ching. C'est par là que je suis parti. Après 4 années de taoïsme avec un maître, j'ai fait 4 années de zen bouddhisme. Et après ça, je suis rentré, c'était aux États-Unis, après ça, je suis rentré en Iran, et il y a un ami qui m'a dit, toi qui t'intéresses à toutes les spiritualités, pourquoi est-ce que tu lis pas le Coran? J'ai trouvé sa remarque pertinente, j'ai lu le Coran, mais j'ai lu le Coran sans du tout connaître la religion sociale. C'était quelle année, Prince? L'année, c'est important. C'était quand? En 1970, je suis devenu musulman. 70, voilà. Et j'ai quitté l'islam en 91. Voilà. Et donc j'ai trouvé dans le Coran ce que j'avais trouvé dans le bouddhisme, ce que j'avais trouvé dans le taoïsme, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le retour à l'être. C'est toujours la même chose. La spiritualité, elle est présentée de différentes façons suivant les époques et les cultures, mais il n'y a qu'une vérité. Et il faut bien se dire, en étudiant les religions, qu'au fond, elles vont nous dire toute la même chose. Et il faut chercher, parce que c'est vraiment au fond, hein, des fois. Et comme... Voilà. Et ce n'est qu'après que je suis revenu à la chrétienté, que j'ai relu les évangiles, et croyez-moi, quand j'ai relu personnellement les évangiles, ça n'avait aucun rapport avec ce que mes professeurs lazaristes m'avaient dit. Aucun rapport. Voilà. Extrémistes. Voilà. Non, c'est pas une question d'extrémisme, c'est une question que nos religions sont matérialistes. Tout est matériel. Même ce qui est présenté comme spirituel, ce sont des histoires saintes, ce sont des gesticulations, des gestuels. La spiritualité, c'est dans le cœur. Je me souviens, j'avais un de mes professeurs, le père Quévran, qui était breton d'origine. Un jour, je lui avais amené ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Et je lui ai lu, il m'a dit « Post-blague ». Bon,
Voilà, ça s'arrête là. Et la spiritualité, ça va bien plus loin, bien plus profond. Mais encore une fois, on s'identifie à notre pensée, tous, même les religieux. Et c'est là qu'on ne peut plus voir ce qu'il y a en dessous des mots. Les mots sont limités. Les mots ne vont pas vous restituer la réalité telle qu'elle est. Ils vont vous donner que un peu comme un appareil photo vous donne une image de la réalité, mais vous pouvez avoir des milliers d'images de la même réalité. Et c'est la réalité qu'on compte, c'est pas les images. Voilà. Je sais pas si j'ai... Monsieur Barre, avez-vous une question à poser? Parce que vous voyez, David vous laisse l'office. Alors, Monsieur Barre est chargé de mission auprès de Monsieur Besson. Je vous présente, excusez-moi. Moi, je suis président de collectif. Merci. Mais bon, je ne vais pas parler de l'immigration. Ce qui m'intéresse surtout, parce que quand on connaît bien sûr le grand cœur spirituel qui a été la Perse et l'Iran depuis milliers d'années, et toute la production artistique, tout ce qui a été autour de ce grand cœur battant, et que l'on voit cette nuit qui est tombée maintenant sur l'Iran. On se dit combien de temps ça va durer, parce que la ligne communiste a duré plusieurs décennies, et il a vraiment fallu que d'un côté spirituellement le pape Jean-Paul II s'en occupe, de l'autre côté que Ronald Reagan économiquement s'en occupe, pour arriver à pousser quasiment à la faillite l'Union soviétique pour que tout ça évolue. Alors de l'intérieur on voit bien que les peuples quelquefois sont impuissants face à la répression, face à la dictature. On a bien vu là les coups de boutoir fantastiques que la société civile a donnés, et malgré tout, on a vu que ça n'a pas débouché. Donc, quelle vision vous avez sur cette évolution de la société civile iranienne? Pensez-vous que le peuple iranien, notamment la jeunesse iranienne, qui bien évidemment aspire à plus de liberté, pensez-vous qu'elle aura les forces suffisantes pour mettre à bas cet obscurantisme? Et sinon, quelle autre option avez-vous? D'accord. C'est vrai que maintenant, ça fait plusieurs décennies que l'Iran a sombré sous cette espèce de manteau noir et lourd, et qu'on voit, à des moments, on se dit, est-ce qu'on verra le bout du tunnel ou pas? Et vous avez très bien fait, je pense, de rappeler la chute de l'Empire soviétique, qui est arrivée presque d'un seul coup, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et effectivement, Ronald Reagan, surtout avec son bouclier antimissile, a porté un coup fatal, et le pape Jean-Paul II, bien sûr, aussi. Le problème de l'Iran, comme l'a fait remarquer Robert Gates dernièrement, c'est que si vous voulez, les terroristes se sont tous regroupés aujourd'hui. Les chiites travaillent avec Al-Qaïda. Ils ont eu plusieurs actions communes, notamment au Yémen et au Liban. Donc vous avez une nébuleuse très forte aujourd'hui. Et malheureusement, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que Ahmadinejad, qui veut raser Israël, et c'est vraiment c'est un maniaque, hein, c'est un maniaque. Et je pense que il va provoquer la guerre au Moyen-Orient. Ce ne sera pas demain, ce sera après-demain, il va la provoquer, malheureusement. Et Israël non plus ne va pas se laisser taper dessus indéfiniment et se faire mettre en cause, comme dernièrement avec la flottille, parce que là, je veux dire, comment on a pu réagir en Occident à cette espèce de stratagème des intégristes menés par la Turquie qui, vexée de ne pas être prise en Europe, a commencé à dire « mon ami Ahmed »